Bienvenue à la grande édition de Rwanda TV. Je suis David Carmel Ingabire. C'est une joie de vous retrouver. L'organisation AGS Trust, qui œuvre pour la prévention du génocide et des crimes contre l'humanité, en partenariat avec l'UNESCO, a lancé un projet de collaboration avec le ministère rwandais de l'Éducation visant à enseigner l'histoire du génocide à travers les mémoriaux du génocide, en particulier ceux inscrits au patrimoine mondial. L'écrivaine et directrice du centre Iliba, Assumpta Mugiraneza, a indiqué que l'histoire du génocide perpétré contre les Tutsis, conservée dans ces mémoriaux, devrait être étudiée par les jeunes générations. Selon elle, cette connaissance constituera un outil essentiel pour aider le pays, aujourd'hui comme demain, à faire face au négationnisme du génocide. Un génocide d'abord, c'est un crime qui prend pour cible une partie de l'humanité qui est prise par une autre humanité. Un génocide, c'est quelque chose qui isole, qui a tendance à enfermer, à garder prisonnier. Mais en même temps, un génocide, c'est un crime contre l'humanité tout entière. Pendant longtemps, le Rwanda s'était débattu. Pendant longtemps, le Rwanda était plutôt seul. Et c'est très important qu'aujourd'hui, des institutions internationales, des institutions onusiennes, et particulièrement l'UNESCO, c'est très important que l'UNESCO vienne et prenne part dans le travail de mémoire, le travail d'éducation, le travail de transmission, tout ça pour qu'il y ait un travail de prévention qui soit réellement ancré, qui sorte des discours et qui pense la génération future. Quelle est la contribution de ce projet dans notre système éducatif? Vous connaissez que nos jeunes le présentent 63% de toute la population de notre pays. Pour connaître profondément cette histoire tragique que nous avons passée de 3 décennies. Comme je le disais tout à l'heure dans mon intervention, expérimenter, vivre un génocide, y échapper, ou bien fomenter un génocide et l'exécuter, ne fait pas de vous le spécialiste du génocide. Comprendre les mécanismes complexes qui permettent à ce crime abominable, à ce crime qu'on pourrait comparer à une architecture très complexe du mal, demande du temps, demande de la complémentarité, le fait de travailler ensemble, je dirais même la solidarité des vivants. Et donc c'est très important que même au-delà de penser à la génération d'après, on puisse commencer par nous-mêmes. Étions-nous capables de comprendre réellement ce qui nous est arrivé? Avions-nous les moyens de comprendre que ce génocide, que moi j'appelle le génocide de proximité, avions-nous la possibilité de le rendre entendable, de le rendre intelligible, de le rendre appréhensible? C'est ce que permet ce genre de projet. Il vient, il soutient, il aide les gens à dialoguer. Si vous voyez les gens qui étaient dans la salle, il y avait les représentants de l'UNESCO, il y avait les représentants du corps diplomatique, il y avait des gens d'un peu partout qui avons travaillé depuis toujours sur ces questions sans jamais pouvoir nous rassembler. Ce qui change avec ce genre d'initiative, c'est qu'on rassemble tout le monde, c'est qu'on ouvre et que nous soyons tous là pour porter ce questionnement de comment, quel enseignement pouvons-nous offrir? D'abord, pour comprendre, pour préserver la mémoire, mais aussi pour penser l'avenir. Les jeunes qui sont nés au Rwanda, ils entendent tous les jours le mot génocide. Tous les jeunes du Rwanda entendent « Tujye kwibuka », allons commémorer. Mais en même temps, c'est des jeunes à qui on n'a jamais réussi à dire exactement pourquoi on devait kwibuka et qu'est-ce qu'on pouvait kwibuka, quelle place nous occupions. Ce genre de travail va permettre, par exemple, de faire que
le mémorial ne devienne pas seulement un lieu où on vient isoler, mais que ce soit investi par des groupes de pédagogues, que ce soit investi par des gens qui sont dans la démarche d'essayer de transmettre. J'insiste sur le essayer, parce que transmettre l'histoire du génocide à des enfants innocents, j'insiste, tous les enfants, même les enfants du plus grand tueur, il a son innocence. Et cette innocence, la protéger pour la transformer plutôt dans un esprit de responsabilité, c'est ce que ce genre de projet va permettre d'essayer ensemble. Ouverture en appel à Paris du procès Eugène Rwamucyo, condamné en 2024 à 27 ans de prison pour complicité de génocide au Rwanda. L'audience a débuté par la constitution du jury, l'ouverture des débats et l'appel des témoins et experts suivi du rapport du président. Suivez Maître Richard Gisagara pour le compte-rendu de cette première journée. Aujourd'hui, effectivement, a débuté à la Cour d'assises d'appel de Paris le procès d'Eugène Rwamucyo en appel. Ce matin, c'était la première journée d'audience et comme d'habitude, le procès a débuté aujourd'hui avec le choix des jurés qui sont tirés au sort sur une liste électorale donc, de la région. Et on a choisi 9 jurés, sachant que la défense a la possibilité de récuser 5 jurés, alors que le parquet a la possibilité de récuser 4 jurés. Et au bout, en définitive, il y a 9 jurés qui sont choisis. Et ce matin, compte tenu de la longueur du procès, parce qu'il peut y arriver que l'un ou l'autre des jurés ait des difficultés, donc on a choisi également des jurés suppléants, 6 jurés suppléants, mais qui, eux, ne vont pas participer au débat, sauf si réellement, s'il arrive quelque chose, qu'ils remplissent un des jurés à titulaire. Et donc, les 9 jurés ont été choisis. Ils vont donc rejoindre les 3 magistrats professionnels et qui vont devoir statuer sur le sort de M. Rwamucyo. Après le choix des jurés, il y a eu la révision du calendrier du tribunal et aussi l'appel des témoins, parce que la Cour, une fois que le jury est constitué, donc il va voir si tous les témoins qui sont prévus ont été contactés, s'ils ont répondu présents, enfin s'ils ont répondu, et on va affiner le calendrier pour qu'on puisse avoir un calendrier définitif. C'est donc ce qui a été fait ce matin. Une fois que le calendrier a été finalisé, il y a eu la constitution des parties civiles. Et donc, les avocats qui représentent les parties civiles se sont présentés devant la Cour pour indiquer les parties civiles qu'ils représentent, leurs noms et éventuellement formuler des demandes qu'ils pourraient avoir. Une fois que ceci a été fait, la défense a proposé donc des conclusions on n'a pas su si c'était des conclusions de nullité ou des conclusions d'irrecevabilité. C'était assez confus de leur part. Et donc, dans ces conclusions, donc, ils demandaient notamment à la Cour de rejeter certaines pièces. Et il disait également que la plainte qui a été déposée a été déposée contrairement au principe de la loyauté de la preuve. Et donc, la Cour a eu à se prononcer sur ces demandes de la défense. Il y a eu la Cour s'est retirée pour statuer sur ces demandes de la défense et à la reprise. Et donc, la Cour a rejeté ces demandes de la défense, ces conclusions de nullité ou d'irrecevabilité, je ne sais pas trop comment les appeler, puisque la défense elle-même n'était pas très précise sur sa demande. Mais en tout état de cause, la Cour a rejeté ces demandes et le procès a enfin débuté cet après-midi. Donc, il va débuter tout à l'heure avec le rapport de Monsieur le Président. Le rapport du président est une formalité aussi qui est faite en début d'audience parce que les jurés n'ont pas accès au dossier qui a été constitué tout au début de l'instruction. Et donc, le président va faire un résumé de tout le procès pour que les jurés puissent savoir de quoi ça retourne et le contexte dans lequel ils vont devoir juger la personne. À la fin donc, de une fois que le président aura fait ce rapport, il y aura l'audition du premier témoin qui est le colonel Chevalier, qui est un attaché donc, à l'ambassade de France au Rwanda. Ce sera le premier témoin et après, le procès continuera demain.
Vous suivez la grande édition sur la télévision rwandaise. L'Office national de l'enseignement supérieur du Rwanda indique que plusieurs universités du pays ne remplissent pas encore les conditions requises pour ouvrir des programmes de doctorat. Parmi les principaux défis figurent le manque d'enseignants qualifiés et l'insuffisance de certaines ressources académiques indispensables à ce niveau de formation. Cette question a été évoquée lors d'une séance de travail entre les responsables de l'enseignement supérieur et les députés de la commission chargée de l'éducation, de la technologie, de la culture, des sports et de la jeunesse dans le cadre de l'évaluation de la mise en œuvre de la loi portant organisation de l'éducation. Selon le directeur général de l'Office national de l'enseignement supérieur, le Dr Edouard Kadozi, cette loi a contribué de manière significative au développement du système éducatif rwandais, notamment en renforçant les normes de qualité dans les établissements d'enseignement supérieur. Les parlementaires ont toutefois fait part de leurs préoccupations exprimées par certaines universités concernant la durée des procédures d'autorisation pour l'ouverture de nouveaux programmes académiques. Ils estiment que l'introduction de nouvelles filières pourrait contribuer à combler certaines lacunes observées dans l'enseignement supérieur et à mieux répondre aux besoins du marché du travail. Les responsables du secteur indiquent cependant que l'autorisation d'un nouveau programme repose sur plusieurs critères de qualité, parmi lesquels la disponibilité d'un nombre suffisant d'enseignants qualifiés, des infrastructures adaptées ainsi que des capacités de recherche répondant aux exigences académiques nationales et internationales. Malgré ces défis, les autorités soulignent les progrès déjà réalisés grâce à la réforme du système éducatif. Parmi les résultats enregistrés figure la formation au Rwanda de plus de 50 spécialistes dans le domaine médical, ainsi que la révision de plus de 60% des programmes d'enseignement afin de les adapter aux besoins actuels du pays. Les acteurs du secteur de l'éducation estiment que le renforcement des capacités des universités, notamment à travers le recrutement d'enseignants hautement qualifiés et le développement de la recherche, demeure une étape essentielle pour permettre à davantage d'établissements de proposer des formations doctorales et contribuer ainsi à l'essor du savoir et de l'innovation au Rwanda. L'autorité du marché des capitaux du Rwanda, RSE en sigle, a annoncé avoir entamé des réflexions sur les moyens d'attirer les investisseurs issus des pays arabes et d'autres acteurs utilisant la finance islamique, un secteur dont la valeur dépasse aujourd'hui 6 000 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale. Reportage. Ce système financier largement pratiqué dans les pays à majorité musulmane repose sur un principe de partage de profits et de pertes entre les parties impliquées dans un investissement. Il se distingue ainsi du système bancaire conventionnel où le risque financier est généralement supporté par le client, tandis que l'institution financière se limite à fournir les fonds. Le mufti du Rwanda, Moussa Sindai Gaya, explique que ce modèle est fondé sur la solidarité et la coopération tout en restant ouvert aux personnes de toute confession. Si nous investissons dans un projet agricole et qu'une catastrophe climatique entraîne des pertes malgré tous nos efforts, la banque ne laissera pas le citoyen assumer seul les conséquences. Dans la finance islamique, les partenaires partagent aussi bien les bénéfices que les pertes. Il ne s'agit pas d'un système réservé aux musulmans. L'essentiel est de respecter les règles de l'institution financière sans considération des religions. La direction du marché des capitaux indique qu'elle travaille actuellement à l'élaboration d'un cadre réglementaire adapté à la finance islamique afin d'attirer davantage des capitaux étrangers, notamment en provenance des pays arabes. Le directeur général de RCE, Pierre-Célestin Gwabukuba, souligne que cette initiative permettra de diversifier les services financiers disponibles au Rwanda et de séduire de nouveaux investisseurs.
n'abandi bashoramari no mu Rwanda baba bahari buriya baba bashaka produits zimeze gutyo kuri icyo ngicyo particulier. Nous souhaitons proposer ces services afin d'attirer davantage d'investisseurs disposant d'importants capitaux, notamment dans les pays arabes. Dans la région, l'Ouganda envisage par exemple de mobiliser environ 400 millions d'euros à travers ce mécanisme pour financer un projet ferroviaire entre Maraba et Kampala. Les entrepreneurs rwandais pourront également bénéficier de ces produits financiers adaptés à leurs besoins. Aujourd'hui, le marché des capitaux contribue à plus de 30% du produit intérieur brut PIB du Rwanda. Il compte environ 270 investisseurs actifs ainsi qu'une dizaine d'entreprises cotées. Parmi les entrepreneurs intéressés dans ce marché figure Queen Ngamikazi, active dans le secteur des loisirs et du divertissement. Mu rwego rwo kugira ngo kapitali yawe izamuke wisunze isoko ry'imari n'imigabane kapitali yawe irazamuka kuko ushira. Le recours au marché des capitaux permet d'augmenter la valeur de son entreprise. En ouvrant son capital aux investisseurs, une société peut obtenir davantage de ressources pour se développer. Aujourd'hui, je gère une petite structure, mais demain, je pourrais créer un parc de grande envergure capable d'attirer des investisseurs internationaux. Au début de cette année, le marché des capitaux du Rwanda a célébré ses 15 ans d'existence. Depuis sa création, il a permis de mobiliser près de 3 000 milliards de francs rwandais investis dans les infrastructures et l'expansion des entreprises. Le gouverneur de la Banque nationale du Rwanda, Soraya Hakuzeyaremye, estime que ce marché doit poursuivre son expansion afin d'attirer davantage d'investisseurs, notamment étrangers. It has also strengthened Rwanda's reputation as a stable and forward-looking investment destination. Les progrès réalisés renforcent l'image du Rwanda comme un pays stable et attractif pour les investissements. Nous devons continuer à promouvoir l'éducation financière pour développer les services financiers grâce aux technologies numériques et permettre aux jeunes ainsi qu'aux femmes de bénéficier davantage des opportunités offertes par le marché des capitaux. À terme, ce marché jouera un rôle déterminant dans l'ambition du Rwanda de devenir un véritable centre financier international. Is the pillar that will allow Rwanda to become a truly international financial center. Malgré les incertitudes qui affectent actuellement l'économie mondiale, les responsables du marché des capitaux assurent que celui-ci demeure relativement protégé. Cette résilience s'explique notamment par la prédominance des obligations à long terme, moins exposées aux fluctuations conjoncturelles que les titres à court terme. Vous suivez la grande édition. Le 15 juin prochain marque la journée mondiale de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. À Kigali, la fondation Gwizineza se mobilise pour briser le tabou de la santé mentale de nos aînés avec un événement fort au Centre culturel francophone. Pour en parler, nous recevons aujourd'hui sa représentante, Sabrina Simbi Kubimana. Bonjour et bienvenue à la grande édition. Bonjour, merci de nous accueillir. Oui, alors je le disais, c'est 15 juin pour marquer cette journée mondiale dédiée à la sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées. Vous posez une question cruciale. Quel est l'impact de la maltraitance sur la santé mentale des personnes âgées au Rwanda? Pourquoi ce choix? Et parlez-nous un peu aussi de cette journée qui n'est pas si connue que ça. C'est vrai. Alors, pourquoi avoir choisi cette thématique? C'est d'abord, quand on parle de maltraitance ici, nous, on a voulu l'aborder, avoir un focus plus sur la santé mentale. Parce que quand on parle de violence, souvent, on croit qu'il s'agit de violence physique. Alors qu'il y a une violence qui est beaucoup plus forte et qui a parfois un impact plus fort, qui est la violence mentale, donc la santé mentale. Et il faut savoir qu'en ce mois de juin, on est dans le mois de la santé mentale, justement. Donc, on s'est dit, on va profiter de ce mois-là pour présenter cet événement. Alors, il faut savoir que cette journée du 15 juin, elle a été initiée par l'ONU. Elle a été initiée par l'ONU en 2006, si je ne me trompe pas.
Et il voulait mettre en avant cette idée vraiment pour sensibiliser par rapport à cette maltraitance qui est faite aux personnes âgées. Alors maintenant, si on se dit par rapport à ici au Rwanda, parce que c'est vrai que c'est ici qu'on est, c'est ici qu'on a fait l'événement, on s'est rendu compte avec la Fondation qu'au Rwanda, comme ailleurs, les personnes âgées font parfois face à des maltraitances, mais qui sont sous forme, c'est pas des choses qu'on voit. Souvent, on a l'impression que c'est caché, mais par exemple, comme l'abandon, l'isolement, la négligence et la discrimination. Par exemple, vous pouvez avoir une personne ici qui va à l'hôpital et on lui dit « mais vous êtes un peu trop âgé, de toute façon, vous êtes près de la mort ». Et effectivement, on a eu des personnes qui nous ont donné ces témoignages-là. Ou bien vous vous retrouvez avec des personnes qui sont seules et isolées. Par exemple, on a été faire des visites en dehors de la capitale. On voit ces personnes qui sont isolées, mais lorsque, par exemple, il y a leur funérailles, malheureusement, on se retrouve avec une très grande famille qui est présente. Et on se pose cette question. Donc cette journée du 15 juin, on a décidé non seulement de ne pas en parler juste comme ça sur les réseaux sociaux ou sur notre plateforme, mais on a décidé d'en faire un événement particulier dans lequel on va faire croiser différentes personnes, différents publics, c'est-à-dire toute catégorie d'âge. Et également, on s'est dit que cette thématique, on allait mettre comme thématique la violence faite aux personnes âgées a-t-elle un impact sur la santé mentale? Sur la santé mentale. Oui. C'est vrai que c'est un sujet que maintenant on comprend de plus en plus l'intérêt d'en parler et de le prendre en charge. Et c'est une catégorie à laquelle on ne pensait pas nécessairement en parlant de santé mentale. Et alors, pour le faire, documentaire, débat avec des spécialistes. Qu'attendez-vous concrètement de cette rencontre qui se passera à la salle Paris du Centre culturel ce 15 juin? Effectivement, donc elle va se dérouler au centre Centre culturel francophone ici au Rwanda, à Kigali, à Kimihurura. Donc toute personne qui est désireuse de venir est la bienvenue. Elle est ouverte au public. En fait, ce qu'on attend ici, c'est par exemple l'ONU cette année, la thématique pour eux, c'est de vraiment rendre officielle et vraiment donner une force en fait à cette journée. Donc nous on s'est dit au travers de cet événement, qu'est-ce qu'on y attend? On attend de mettre en avant nos valeurs, les valeurs en tout cas de l'association qui sont fortement les mêmes que celles de l'ONU, à savoir promouvoir la qualité de vie des personnes par l'accompagnement, l'inclusion et la promotion des droits fondamentaux des personnes âgées. Mais alors comment le faire? C'est au travers de différentes choses, parce qu'on s'est rendu compte en faisant des rencontres avec des personnes âgées qu'il y avait un manque intergénérationnel, de connexion intergénérationnelle. Et donc ici, concrètement, nos valeurs, c'est par exemple valoriser la solidarité intergénérationnelle et favoriser la transmission du savoir. Parce que les personnes âgées sont souvent mises à part. Et donc nous, c'est vraiment ça. Au travers du panel, ce serait au travers de différentes personnes qui sont spécialisées. Donc c'est-à-dire qu'on aura un représentant de l'ONU. Donc là, c'est la journée qui est en lien avec l'ONU. On aura un psychologue, parce que qui dit santé mentale dit psychologue. Et on aura également une personne du CLADO. Pour les personnes qui ne savent pas, c'est une organisation qui est vraiment liée aux droits de l'homme. Donc voilà, on est en plein dedans. Donc ce sera vraiment ça, c'est de mettre de manière concrète, de verbaliser et d'avoir un échange avec un public tout âge pour pouvoir un peu communiquer sur ces valeurs aussi que notre association et pour lesquelles c'est des valeurs qui sont très importantes pour nous. Absolument. Et donc, mettre en avant le bien-être de nos aînés. La Fondation Wizineza rappelle que nos aînés sont notre héritage. Oui. Quelles actions majeures avez-vous déjà menées sur le terrain? On entend déjà qu'il y en a qui sont déjà faits. C'est inspirant de l'entendre. Et on a envie de savoir si vous avez aussi pu faire d'autres actions ici et là, et aussi que vous avez pu voir, je ne sais pas, un impact intergénérationnel ou même chez ces personnes âgées que vous avez pu accompagner. Oui. Alors notre slogan à Wizineza, en tout cas pour la Fondation, c'est « Nos aînés, notre héritage et notre fierté ». Donc, en tout cas, ce qu'on a mis comme action en place, on s'est dit d'abord la protection commence par le fait de l'écoute avant d'agir. Donc, c'est-à-dire qu'on a pris ces personnes âgées, on leur a donné une plateforme, on a fait un événement, on a pris le temps de les écouter. Et ensuite, on s'est rendu compte, suite à cette discussion, à ces échanges, que une des problématiques qui revient souvent, c'est l'isolement. Et c'est le fait aussi de ne pas être écouté par les plus jeunes ou les générations ou la société.
Ensuite, face à ça, on s'est dit qu'on allait faire un autre événement. Enfin, avant de faire un autre événement, on allait faire de la prise de contact avec les différents ministères et les associations ou tout ce qui est, en tout cas, les organismes qui sont en lien avec la thématique. Ensuite, on a fait une réunion consultative avec différents partenaires parce qu'il était important pour nous d'agir, mais avec des partenaires. Et on a fait en dernier lieu une rencontre pour le 23 mars de cette année. Vous savez que le mois de mars, généralement, c'est la journée internationale des droits de la femme. Donc on a fait une journée, c'est une cérémonie d'hommage pour vraiment rendre hommage aux mères du troisième âge pour leur contribution dans la société. Et ensuite, il faut savoir aussi que l'association, elle a été fondée ici en 2025, en août 2025. Mais 3 ans avant la création de cette association, il y a eu des actions concrètes qui ont été mises en place. Par exemple, dans le district de Bugesera, il y a de la distribution de denrées alimentaires et aussi de la distribution de produits sanitaires. Et ça, on fait ça de manière annuelle et voire trimestrielle. Donc ça, c'est des actions aussi qui sont, qu'on met en place et qui sont récurrentes. En tout cas, valoriser nos aînés, les mettre en avant, être à leur écoute, c'est si important comme on l'aura compris. Malheureusement, le temps imparti à ce journal aussi s'écoule très très vite. On aurait bien aimé pouvoir développer encore plus sur ce sujet. On espère qu'on aura le temps d'y revenir. Le 15 juin, donc, c'est la journée internationale qui est dédiée à la sensibilisation sur la maltraitance des personnes âgées. Peut-être pour un peu finir, ouvrons peut-être en quelques mots, ouvrons la perspective d'avenir en ce qui est du bien-être des personnes âgées, de nos seniors. Où est-ce que vous voyez notre société se diriger? Où est-ce que vous voudriez nous voir aller, disons? En tout cas, pour la Fondation Guizineza, pour nous, un monde parfait, ou en tout cas un monde dans lequel on pourrait inclure les personnes âgées, serait un monde parfait, dans lequel il y aurait le respect, la valorisation, dans lequel également on prend en compte que les personnes âgées sont une source de sagesse et une source d'inspiration. Vraiment comprendre que, parce que souvent quand on donne... il y a cette idée de troisième âge, on l'associe souvent à la mort, à la tristesse, à l'isolation. C'est vraiment pour nous un monde où on devrait shifter et voir vraiment ces personnes âgées, comme le dit notre slogan, nos aînés, notre héritage et notre fierté. C'est vraiment ça que Guizineza voudrait voir dans la société actuelle, de faire comprendre que ces personnes âgées sont un héritage et un trésor pour notre société. En tout cas, merci beaucoup Sabrina Simbi de nous avoir accordé de votre temps. Vous venez de l'association Guizineza et un panel donc, sera tenu au Centre culturel francophone ce 15 juin en marge de la journée de sensibilisation à la maltraitance des personnes âgées et on va s'interroger sur la santé mentale de nos aînés. Merci d'avoir suivi cette grande édition qui s'arrête ici. Merci à toute l'équipe qui m'a aidé à la préparer. Ce sera un plaisir de bientôt vous retrouver.